Takashi est un perdant au cœur brisé dont le meilleur ami sortait avec sa crush. Cependant, lorsqu'une soudaine épidémie de zombies commence, il saisit l'occasion de la séduire et forme un groupe de filles sexy pour s'amuser tout en survivant à la fin du monde. Avant l'apocalypse, Takashi séchait le deuxième cours. Il est assis seul, boudeur, pensant à son amour d'enfance, Rei, qui lui avait promis de l'épouser. Mais après avoir redoublé une classe, elle s'est disputée avec Takashi et maintenant elle sort avec son meilleur ami. Puis Takagi entre, le réprimandant pour avoir séché, tout en se penchant vers lui, exhibant sa gelée tremblotante. Takashi réplique en soulignant qu'elle n'est pas en cours non plus. Et Takagi se défend en disant qu'elle est intelligente, contrairement à lui, qui est un imbécile. La façon dont elle le dit touche un nerf, et Takashi demande pourquoi elle agit toujours comme ça. Takagi hausse les épaules, disant qu'elle déteste les gens qui ne réalisent même pas à quel point ils sont stupides. Elle continue de râler, mais Takashi décroche, ses pensées étant ailleurs. Cela l'agace, et elle part. Il se souvient encore quand Rei lui a dit qu'elle lui avait donné des signes qu'elle l'aimait, mais il ne les a jamais remarqués et elle s'est lassée d'attendre. Juste à ce moment-là, un bruit fort résonne depuis le portail de l'école, où un type étrange se cogne la tête contre celui-ci. 4 enseignants se précipitent, l'une d'elles, Mademoiselle Hayashi, dotée de ses formes généreuses, essaie de le raisonner. L'homme ne répond pas, alors Tejima, l'un des enseignants masculins, intervient pour le maîtriser. Juste au moment où il pense avoir la situation sous contrôle, le gars le mord. Monsieur Tejima s'effondre. Et alors que les autres se précipitent pour l'aider, il attrape soudainement le cou de Mademoiselle Hayashi, et la mort aussi. Takashi, ayant vu toute la scène, court dans le bâtiment. Tout ce à quoi il peut penser, c'est Rei, et il se fiche de se faire gronder pour avoir séché, car il doit la trouver. Quand il la trouve, le nouveau petit ami de Rei, Hisashi, est déjà avec elle. Hisashi demande ce qui se passe, et Takashi dit franchement que quelqu'un vient de mourir à la porte. Rei essaie de discuter, mais Takashi la frappe fort, les ramenant à la réalité, et il décide de s'enfuir. Takashi explique tout ce qu'il a vu, et tous les trois se précipitent pour trouver tout ce qu'ils peuvent utiliser comme arme. S'accrochant encore à la normalité, Rei essaie d'appeler son père, un flic, mais la ligne de police est saturée. C'est à ce moment-là que la diffusion d'urgence de l'école se déclenche. Une voix de professeur annonce que des violences ont éclaté et que le personnel doit évacuer les élèves. Mais avant qu'il puisse terminer, un bruit terrifiant l'interrompt. Sa mort brutale et horrible en direct au micro, ce qui provoque la panique chez tous les élèves. Hisashi dit à Takashi qu'il devrait se diriger vers le toit, pas les escaliers, car les cages d'escalier sont remplies d'élèves paniqués, ce qui en fait un piège mortel. Sur le pont menant au toit, il tombe sur un enseignant qui s'est déjà transformé. Il se jette sur Rei qui se fiche de peur et essaie de mordre ses marshmallows. Hisashi lui crie de se battre, et elle le fait, le poignardant en plein cœur. Mais même avec le cœur transpercé, le professeur continue de bouger, poussant Rei dans une position parfaite pour qu'il puisse festoyer. En essayant de jouer les héros, Hisashi attrape l'homme par le cou pour essayer de sauver sa bien-aimée. Mais le professeur se retourne de manière inattendue et plante ses dents dans le bras de Hisashi. Rei le poignarde à nouveau par derrière, et c'est toujours inutile. Mais Takashi réalise la vérité, que le professeur est déjà mort, avec seulement la faim dans son esprit. Rei crie et essaie désespérément d'arracher le monstre de son petit ami, suppliant Takashi de l'aider. Poussé par l'adrénaline, Takashi fonce et décapite le professeur. Rei ne le remercie pas et elle se précipite vers Hisashi, qui insiste sur le fait qu'il va bien. Mais ensuite, d'autres cris résonnent de l'intérieur, et l'infection se propage rapidement tout autour d'eux. Ils atteignent le toit et quand ils regardent la ville, tout ce qu'ils voient, c'est le chaos et la mort. Puis des hélicoptères survolent, mais pas un seul ne s'arrête pour aider. À l'intérieur de l'école, partout, les élèves sont dévorés. Certains s'applaudissent avant de pouvoir se transformer. De retour sur le toit, Takashi accepte enfin que c'est quelque chose sorti d'un film d'horreur. Ils n'ont aucune idée de comment cela a commencé, mais tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est survivre. Ils courent vers le sommet, évitant et attaquant les morts vivants sur leur chemin. Mais dans l'escalier, Rei essaie de jouer les héros et se fait projeter contre le mur avec ses secousses. Hisashi se déplace rapidement et la sauve avant que le trio ne se barricade rapidement à l'intérieur. En fin d'après-midi, alors que le soleil commence à décliner, Hisashi commence à se transformer, crachant du sang de sa bouche. Rei refuse de le croire, mais Takashi lui dit de regarder autour, lui montrant la réalité dans laquelle ils vivent. À peine conscient, Hisashi supplie Takashi de l'achever avant qu'il ne soit trop tard, ne voulant pas devenir l'un d'eux. Rei s'accroche encore à l'espoir, refusant de croire que c'est la fin, mais ses prières sont inutiles. Puis Hisashi est parti et ses yeux deviennent froids. Mais au moment suivant, il se lève comme quelque chose de complètement différent, et la personne qu'il était a disparu. Takashi serre fermement son arme, visant un seul tir. Et malgré les supplications de Rei pour qu'il s'arrête, Takashi fait ce qui doit être fait. Non! Ensuite, avec Hisashi gisant sans vie, Rei commence à devenir folle, disant qu'elle aurait préféré mourir avec Hisashi plutôt que de vivre avec Takashi. Elle commence à accuser Takashi d'avoir tué Hisashi par jalousie, disant qu'il est en colère parce que Hisashi peut être avec elle avant lui. Mais Takashi ne réagit pas, et après avoir entendu les paroles blessantes de Rei, il se dirige vers les barricades et commence à les démonter. Rei lui demande ce qu'il fait, et Takashi lui dit qu'il fait ce qu'elle veut, qu'il parte. Mais Rei le supplie de rester, s'excusant pour ses paroles blessantes. Puis, voyant la fille qu'il aime toujours le supplier de rester avec elle, Takashi cède et la serre fort dans ses bras, acceptant lentement la nouvelle réalité à laquelle ils font face. Ailleurs dans l'école, Takagi fait toujours de son mieux avec le gros de l'école, Kuta, pour échapper aux morts vivants. Kota demande à Takagi où ils sont censés aller maintenant. Elle lui renvoie la question et il dit qu'il pense se diriger vers la salle des professeurs. Takagi le réprimande immédiatement, disant que les professeurs ne seront d'aucune aide dans une situation comme celle-ci. Sur le pont, elle montre un groupe d'élèves faisant exactement ce que Kuta a suggéré. Et comme Takagi l'avait prédit, les enseignants se sont déjà transformés. Takagi lui dit clairement que leur seul objectif est de rester en vie.
De retour sur le toit, Rei est encore sous le choc de la mort de Hisashi. Son corps repose devant eux et un lourd silence plane jusqu'à ce que Rei se lève et dise qu'elle va essayer d'appeler son père à nouveau. Takagi lui tend son téléphone. Quand son père décroche, il reconnaît le numéro de Takagi, mais ne réalise pas que c'est Rei qui est en ligne. Il commence juste à parler, disant que la ville est en chaos et que Takagi doit emmener Rei en sécurité. Avant qu'il ne puisse finir ce qu'il dit, le signal se coupe. Rei éclate en sanglots, car même lors de ce qui aurait pu être sa dernière chance, son père ne reconnaît pas la voix de sa propre fille. Pendant ce temps, Kuta demande à Takagi si elle a apporté son téléphone et dit hésitamment qu'il voulait appeler la police. Takagi soupire, disant qu'appeler la police est inutile maintenant, car tout le monde essaie déjà de faire la même chose. Elle déclare que si quelqu'un reçoit de l'aide, ce sont seulement les hauts responsables importants, et avec le gouvernement débordé, personne ne viendra pour eux. Après cette dure vérité, Takagi dit à Kuta de courir à nouveau, et dans sa tête, elle pense à quel point elle aurait préféré finir avec Takashi plutôt qu'avec ce gros cochon. Dans la clinique, 2 étudiants sont déjà là, et l'un d'eux s'est transformé. L'infirmière scolaire, Shizuka, est plus bête que ses pieds, et est trop lente pour réaliser à quel point elle est dans le pétrin. Elle rassemble tranquillement des médicaments, et sa silhouette exagérément rebondissante oscille à chaque pas. Un étudiant essaie de la presser, mais elle fait simplement les choses calmement. Soudain, le mort-vivant fait irruption, attaquant l'étudiant tandis que Shizuka ne peut que regarder, alors qu'elle est sur le point de se faire manger. Saeko, une élève de terminale du club de kendo, arrive et abat la créature, les sauvant. Mais c'est trop tard et l'étudiant a déjà été mordu. Saeko lui demande son nom, puis lui dit doucement qu'il sait ce qui l'attend. Elle lui demande s'il veut en finir avant de se transformer. Et avec un faible sourire, le garçon hoche la tête. Shizuka proteste mais Saeko l'interrompt, disant que c'est le rôle d'une femme de protéger la dignité d'un homme. Puis elle exauce sa dernière demande. Ailleurs, Takagi bricole quelque chose avec les outils qu'elle peut trouver. Elle devine que Kota est passionné par le militaire et lui demande de construire quelque chose. Le cerveau de geek de Kota s'active et les idées commencent à affluer. Juste à ce moment-là, des morts-vivants frappent à la porte et Takagi panique, mais Kota termine d'assembler une arme de fortune. Et juste au moment où l'un des morts-vivants passe, il est prêt à tirer avec un pistolet à clous. Après avoir dégagé un passage, Kota demande à Takagi pourquoi elle l'a même emmené. Elle hausse les épaules, disant qu'elle n'a pas de raison particulière. N'ayant d'autre choix que de survivre, les deux commencent leur propre combat. De retour sur le toit, Rei a l'idée d'utiliser le tuyau d'incendie pour repousser les morts vivants. Takashi est impressionné par l'idée de Rei et elle en attribue le mérite à Hisashi, puis se tait, se souvenant qu'il est parti. Takashi ne dit rien, mais pour essayer de changer l'ambiance, Rei dit qu'il est temps de quitter le toit. Rei lui tend sa batte de baseball car il est temps de partir d'ici. À l'intérieur du bâtiment, Rei se demande où il devrait étaler. Takashi dit qu'il veut trouver des survivants et les ramener chez eux. Rei est d'accord et lui dit d'appeler ses parents, mais Takashi dit que ça n'a pas d'importance car son père est hors de la ville tandis que sa mère est enseignante. Et il ne montre aucune inquiétude devant Rei, mais au fond de lui, il s'inquiète énormément pour eux. Ailleurs, Takagi et Kuta essaient de distraire les morts vivants et découvrent qu'ils semblent réagir au son, car ils sont probablement aveugles maintenant. Pendant ce temps, Saeko et Shizuka se dirigent vers la salle des professeurs pour chercher des clés de voiture. Saeko, calme et concentrée, ne prend même pas la peine d'attaquer les morts vivants sur le chemin et les repousse simplement. Shizuka demande pourquoi elle ne les combat pas. Saeko explique que cela prend du temps et que s'ils se retrouvent coincés, ils n'auront pas d'issue. Puis Shizuka trébuche sur un tapis. Alors que ses atouts rebondissent, comme d'habitude, Saeko déchire sa jupe, disant qu'elle est trop serrée pour ce genre de situation. Shizuka proteste car c'était sa jupe Gucci, mais Saeko s'en moque. Soudain, elles entendent quelque chose venant du bureau. C'est Kyuda et Takagi qui se battent encore. Kyuda crie à l'aide, mais Takagi continue de crier et refuse de l'aider. Alors il lui montre les morts vivants juste derrière elle, et c'est là qu'elle se met enfin à crier. Tout le monde l'entend et se précipite. Uka est presque à court de clous et Takagi est coincé, mais elle trébuche devant une étagère à trophées et commence à lancer des trophées. Rien ne fonctionne et son grand ego n'aide pas jusqu'à ce qu'elle attrape une perceuse et la plante dans la tête du mort-vivant. Le reste du groupe arrive et d'un seul regard, ils bougent tous comme une unité. Ensemble, ils nettoient la pièce avec le pouvoir de l'amitié. Takagi reste figée, regardant ce qu'elle vient de faire avec la perceuse. Rei et Shizuka se précipitent vers elle, essayant de la calmer. Saeko se présente et tout le monde suit pour faire de même, sauf Takagi. Avec son ego toujours intact, elle dit que les présentations sont inutiles pour le moment. Elle crée qu'elle est censée être la plus intelligente ici et qu'elle ne devrait pas agir ainsi. Saeko voit la peur dans ses yeux et intervient doucement, lui disant qu'il est normal d'arrêter de faire semblant. Takagi se regarde enfin dans le miroir, couverte de sang, tandis que sa façade pleine d'ego s'efface lentement et qu'elle éclate en sanglots comme un petit bébé. Ensuite, ils parviennent à atteindre la salle des professeurs pour se regrouper, et quand Kuta essaie de vérifier Takagi, il se replie en la voyant avec des lunettes et se fait gronder pour être bizarre. Ils discutent de leur plan d'évasion et décident qu'en groupe, ils devraient utiliser le bus scolaire pour sauver leur famille. Juste à ce moment-là, Rei voit la télévision montrant les nouvelles où il est annoncé que le monde entier fait face à une épidémie de morts vivants. Takagi devient frustré, se demandant pourquoi le gouvernement refuse toujours d'expliquer ce qui se passe avec cette situation de morts vivants. Takagi répond calmement que le gouvernement ne veut probablement pas provoquer une panique de masse car la peur mène au chaos et c'est la dernière chose qu'ils veulent en ce moment. Le groupe devient à nouveau mal à l'aise et Rei s'accroche encore à l'espoir que les choses pourraient éventuellement redevenir normales, mais Takagi écarte rapidement cette idée en disant qu'ils font face à une pandémie et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Elle ajoute que ce qu'ils affrontent est comme les grandes pestes du passé, sauf que cette fois, il n'y a pas de remède. Shizuka commente que peut-être la chaleur fera pourrir les morts vivants plus rapidement, et Saeko demande combien de temps il faut pour qu'un corps mort se décompose. Shizuka réfléchit un instant et dit que cela prendrait environ 20 jours en été, et plus longtemps s'il fait froid. Takagi intervient à nouveau, demandant comment ils peuvent même savoir si les morts vivants pourrissent.
Après avoir vu les morts, ils continuent de marcher et de manger et personne n'a de réponse. Mais tout le monde est d'accord sur une chose. Ils doivent rester ensemble et sortir de cette école. Saeko suggère d'aider tous les survivants qu'ils trouvent. Et Takagi ajoute que la sortie la plus proche est par les portes du parking. Le groupe commence à avancer. Saeko dit qu'il devrait éviter les combats quand c'est possible pour économiser de l'énergie et du temps. Tandis que Takagi rappelle à tout le monde que les morts vivants réagissent au son. Soudain, ils entendent une fille crier dans la cage d'escalier d'un autre groupe de survivants. L'équipe de Takashi passe à l'action comme une escouade. Kota fournit une couverture à distance tandis que Saeko, Takashi et Rei s'approchent de près. Ils se regroupent et se dirigent vers le hall principal où il y a une foule de morts vivants. Takagi dit que se cacher est inutile car ils ne réagissent qu'au bruit. Cependant, ils ne peuvent pas rester coincés à l'école pour toujours. Donc ils ont besoin de quelqu'un pour tester, et Takashi se porte volontaire. Rei essaie de l'arrêter mais Saeko l'en empêche en disant qu'il ne devrait pas empêcher son courage de se tester. Il descend les escaliers et marche directement dans la foule de morts vivants. Un s'approche de lui, mais à sa surprise, il passe à côté de lui. Il teste ensuite la théorie de Takagi en lançant un objet qui fait beaucoup de bruit, et lorsqu'il voit que les morts vivants sont attirés par celui-ci, cela confirme la théorie de Takagi selon laquelle ils ne réagissent qu'au son. Ensuite, il se déplace silencieusement à travers la horde pour atteindre le bus. Mais ensuite, l'un des survivants renverse accidentellement quelque chose, et le bruit attire tous les morts vivants vers eux. Le chaos éclate et tout le monde s'enfuit. Takagi crie à Takashi pour avoir sauvé le gars qui a causé le bruit, mais Rei dit que ça n'a plus d'importance maintenant et qu'ils doivent bouger. L'un des survivants est attaqué et sa petite amie refuse de le quitter. Takagi essaie de l'arrêter, mais elle le repousse et retourne vers son petit ami. Takagi ne comprend pas pourquoi quelqu'un ferait ça, et Shizuka dit doucement que certaines personnes préfèrent mourir ensemble dans un monde aussi brisé. Takagi continue de râler sur la logique, mais Kota la protège soudainement d'un mort vivant. Il ne sait même pas pourquoi il le fait, et Takagi se fige, stupéfaite par l'acte. Une fois le chemin dégagé, Shizuka atteint le bus scolaire et prend le siège du conducteur, tandis que tout le monde monte à bord. Mais avant qu'il ne puisse partir, un autre groupe arrive, dirigé par quelqu'un que Rei reconnaît instantanément, Shido, le professeur qu'elle méprise le plus. Soudain, un étudiant du groupe de Shido trébuche et tombe, mais au lieu de l'aider, Shido le pousse du pied et monte dans le bus avec un sourire inquiétant en disant que les faibles ne méritent pas la sécurité. Une fois tout le monde à bord, Shizuka abandonne son rôle habituel d'infirmière écervelée, se convainquant que les morts vivants ne sont pas des gens, et traverse une foule de morts vivants comme si elle roulait sur des nids de poules. Une fois dehors, Shido remercie Saeko et suggère qu'elle dirige le groupe, mais Saeko refuse. Voyant son opportunité, Shido annonce que chaque groupe a besoin d'un leader et Rei se penche vers Takashi et lui murmure qu'il va regretter d'avoir laissé ce type louche monter dans le bus. Ils atteignent l'autoroute et voient dans la ville en chaos où des incendies font rage, des bâtiments s'effondrent et les plages sont désertes. Soudain, un des élèves de Shido prend la parole en disant qu'il ne veut pas être dans le même groupe que Takashi. Un autre élève dit qu'ils auraient dû rester à l'école. Agacé par les plaintes, Shizuka freine brusquement. Sa silhouette rebondit alors qu'elle se retourne et leur crie de se taire car il perturbe sa concentration. Saeko demande calmement au bavard ce qu'il veut, et il pointe Takashi en disant qu'il veut que Takashi descende du bus. Kota se prépare à tirer avec son pistolet à clous, mais Takagi l'arrête. Takashi confronte le gars en lui demandant quel est son problème, et quand il est sur le point d'attaquer Takashi, Rei frappe le gars avec son bâton. Shido applaudit, visiblement amusé par le groupe de Takashi. Il commence à faire un discours en se présentant comme le candidat idéal pour le leader. Et, d'une manière ou d'une autre, les gens y croient vraiment. Rei en a assez et décide de quitter le bus. Elle affirme qu'elle préfère affronter les morts vivants plutôt que de passer une seconde de plus avec cet homme. Takashi la suit en essayant de la convaincre de rester, mais avant qu'il ne puisse régler quoi que ce soit, un autre bus s'écrase devant le tunnel chargé de morts vivants. Il explose, bloquant le chemin et séparant Takashi et Rei des autres. Saeko saute du bus pour vérifier leur état, et Takashi crie au groupe qu'ils se retrouveront au poste de police à 7 h du soir. Le groupe se sépare à nouveau, et Takashi et Rei s'engagent dans le tunnel juste au moment où le feu de l'épave fait rage derrière eux. Ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle lorsqu'un motard mort-vivant apparaît soudainement derrière Takashi. Avant qu'il ne puisse mordre, Rei lui écrase le crâne avec une brique. Elle l'aide à se relever et, utilisant la moto du motard, il se dirige vers la ville. Pendant qu'il roule, Takashi ne peut s'empêcher de penser à quel point tout était normal il y a quelques heures à peine, et maintenant ses amis d'école et sa vie quotidienne ont disparu. Maintenant, il a échappé au toit, s'est fait des alliés improbables et a survécu au chaos total. Rei brise le silence en demandant s'il pense que quelqu'un viendra les sauver, et Takashi secoue la tête, disant que personne ne viendra. Rei soupire et se plaint, disant qu'il est toujours si négatif, mais Takashi hausse simplement les épaules, affirmant qu'il est réaliste sans enjoliver, car les mensonges n'aident pas ici. Rei veut argumenter davantage, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, sa voix élevée attire l'attention des morts vivants à proximité. Takashi fait vrombir la moto et il s'éloigne à toute vitesse. Pendant ce temps, dans le bus, Shizuka est coincé sur un pont. Les groupes commencent à se fracturer, Saeko restant avec leur équipe principale, tandis que Shido rassemble ses élèves autour de lui, charmant déjà les filles avec de fausses promesses et des paroles mielleuses. De retour en ville, Takashi et Rei traversent des rues désertes où les gens ont soit fui, soit se sont transformés en morts vivants. Ils aperçoivent une voiture de police abandonnée et s'arrêtent. Rei fouille à la recherche d'armes, de tout ce qu'ils peuvent utiliser pour survivre. Elle trouve un pistolet, qu'elle remet à Takashi, et ils voient qu'il est chargé. Ils prennent ce qu'ils peuvent et reprennent la route, cette fois à la recherche d'une station-service, car ils ont besoin de carburant s'ils veulent continuer.
Finalement, ils en trouvent une, mais elle est automatisée, n'acceptant que les cartes de crédit. Takashi n'a pas d'argent et Rei a laissé son portefeuille à l'école, ce qui leur laisse une option, cambrioler un mini-marché. Takashi entre et fracasse la caisse enregistreuse pour prendre de l'argent, tandis que Rei reste dehors avec la moto, réfléchissant à quel point la journée est devenue folle. Soudain, quelqu'un la saisit par derrière et Takashi se précipite hors du magasin pour trouver un grand homme aux yeux fous tenant un couteau sur le cou de Rei. Complètement déséquilibré, il leur dit qu'il a vu toute sa famille se transformer et qu'il a dû les achever lui-même. Maintenant, il est seul, désespéré, et il veut un morceau de Rei. Avec des doigts comme des saucisses la serrant fermement, il commence à la toucher de manière inappropriée, provoquant Takashi. Il exige que Takashi laisse tomber la batte de baseball et remplisse le réservoir de sa moto, et s'il tente quoi que ce soit, Rei est cuite. Takashi jette délibérément la batte de côté, la laissant résonner bruyamment contre le béton pour attirer l'attention. Puis lentement, il commence à pomper de l'essence, gagnant du temps et réfléchissant intensément, tandis que sa main se rapproche de l'arme cachée qu'il avait dissimulée plus tôt. L'homme continue de divaguer, élevant la voix et relâchant son emprise sur le couteau, et Takashi voit son moment. Il se lance en avant, pistolet en main, et vise la poitrine de l'homme. Le gars rit juste. Il défie Takashi de tirer, affirmant que toute la station-service explosera. Mais il n'y a pas d'hésitation dans les yeux de Takashi, alors qu'il refuse qu'un type à l'air découpé mette la main sur sa copine. Alors, il appuie sur la gâchette. Le coup de feu résonne dans la nuit, se répercutant à travers la ville, et c'est assez fort pour attirer les morts vivants à proximité. Rei veut retourner et en finir avec le type, mais Takashi l'arrête, car le coup de feu a déjà fait assez et ils doivent partir. Il monte sur la moto et s'enfuit à toute vitesse, laissant l'homme saigner sur place alors que les morts vivants commencent à se rapprocher et ils disparaissent dans la ville. Le lendemain matin à l'aéroport, le dernier avion privé se prépare au décollage. À distance, 2 snipers couvrent pour la zone d'atterrissage, tous 2 mercenaires. L'une d'elles, une femme nommée Rika, figure parmi les 5 meilleurs snipers du pays, et ils ont été engagés pour sécuriser la zone pour un groupe de VIP fuyant le chaos. Le gars essaie de draguer Rika, lui proposant de masser ses atouts endoloris, mais elle l'ignore, car elle est plus intéressée à retourner retrouver son amie, Shizuka. Pendant ce temps, le bus est toujours coincé sur le pont, attendant un passage, tandis que Shido divague comme s'il s'agissait d'une sortie scolaire, disant à tout le monde de rester silencieux, de se cacher, d'éviter de contacter la famille et de faire confiance à l'équipe comme s'il était un expert. Non loin de là, Kuda dort paisiblement jusqu'à ce que Takagi le réveille brusquement. Elle demande dans quelle direction il devrait aller, et Kuda pense peut-être à la périphérie de la ville, mais Takagi pointe vers le ciel, vers l'avion, en disant que beaucoup de gens quitteront la ville pour les îles ou les zones militaires dans les montagnes. Kuda suppose qu'Okinawa pourrait être une destination, et Takagi ajoute que des endroits comme Hokkaido ou Kyushu pourraient aussi être des options. Mais les atteindre ne sera pas facile, car si le gouvernement ou l'armée ont déjà installé des bases, ils restreindront probablement l'entrée pour empêcher les étrangers infectés d'entrer. Et chacun veillera sur les siens, tout comme Shido, qui essaie de construire sa propre communauté tordue en amadouant les étudiants, surtout les filles, pour qu'ils le suivent. Kuda devient sérieux et propose de s'occuper de Shido lui-même, mais Takagi l'arrête, disant que ça n'en vaut pas la peine et qu'il devrait se concentrer sur la traversée de la ville. Elle murmure ensuite à voix basse, espérant que Takashi est en sécurité. Kuda l'entend et la taquine en plaisantant sur le fait qu'elle aime Takashi. Takagi le naille instantanément, mais c'est trop tard. Saiko et Shizuka l'ont déjà entendu, et toutes deux semblent un peu inquiètes, car Takashi et Rei sont toujours dehors. De l'autre côté de la ville, les choses empirent. Des gangs parcourent les rues, semant le chaos. Takashi et Rei doivent traverser une fusillade juste pour éviter d'être attrapés. Leur objectif est de traverser le pont, mais la foule et la violence rendent cela impossible. Alors Takashi s'éloigne et cherche un autre chemin. Au pont principal, la panique se répand déjà, car les morts vivants sont arrivés. L'armée essaie de maintenir l'ordre, mais les gens n'écoutent plus. Désespérés, les soldats bloquent tous les véhicules et menacent de punir quiconque cause des problèmes. Juste à ce moment-là, quelques étudiants se précipitent au point de contrôle, contournant les règles mises en place par les soldats, mais à cause de cela, ils sont projetés du pont par un canon à eau. De retour dans le bus, Shido est complètement déséquilibré, délirant toujours sur le leadership. Saiko en a assez et le traite de gourou, et Takagi est d'accord. Elle regarde les autres étudiants, tous hypnotisés par la fausse confiance et le charisme inquiétant de Shido. Saiko dit qu'ils doivent quitter le bus s'ils veulent atteindre le poste de police et retrouver Takashi. Takagi hésite, puis demande maladroitement à Saiko pourquoi elle semble plus inquiète pour Takashi que pour sa propre famille. Saiko répond calmement qu'elle n'a que son père et qu'il est à l'étranger, donc ce qui compte en ce moment, c'est sa sécurité et tenir sa promesse de rencontrer Takashi. Shizuka intervient et demande où tout le monde habite. Takagi dit qu'elle et Takashi sont voisins. Kuda rit et partage que sa famille est dispersée partout. Son père est à Amsterdam, sa mère est à Paris, son grand-père est capitaine d'un bateau de croisière et est occupé à applaudir sa grand-mère. Shizuka sourit et dit qu'elle reste avec ce groupe, car ses parents sont partis, ses frères et sœurs sont hors de la ville, et surtout, elle déteste Shido. Tout le monde est d'accord, et ils établissent un plan pour marcher vers l'autre pont. Shido les remarque en train de bouger et essaie de les arrêter, mais Takagi le rabroue immédiatement, disant que son groupe n'a pas besoin de lui. Le sourire de Joker inquiétant de Shido revient alors qu'il se tourne vers Shizuka, disant qu'ils ont besoin d'une infirmière dans leur groupe. Lorsqu'il s'approche, Koda tire un coup de feu d'avertissement qui effleure la joue de Shido.
Shido explose de rage, mais Koda l'interrompt, car Shido le traite toujours comme un moins que rien. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'école et plus de règles, Koda peut lui tirer dessus quand il veut. Avec cela, Saeko, Shizuka, Takagi et Koda descendent du bus, laissant Shido derrière. Ailleurs, Takashi et Rei sont coincés sur un autre pont, pris dans un embouteillage. La route devant eux est fermée, et le temps presse, car ils doivent atteindre le poste de police. Soudain, ils entendent des coups de feu, et Takashi reconnaît immédiatement le son. C'est Koda qui tire avec ses armes, et le groupe est piégé sur le pont. Takashi fait rugir le moteur et fonce à la Fast and Furious en criant famille, et se lance sur le pont, atterrissant juste là où les autres sont coincés. Rei saute dans le combat, et Takashi lance son arme à Kota et charge avec Sayako. Les deux font équipe, se déplaçant en synchronisation pour abattre les derniers morts vivants avec leur travail d'équipe. Une fois la poussière retombée, Rei court directement dans les bras de Shizuka, enfouissant son visage dans ses atouts doux et moelleux. Takashi vérifie Saeko, demandant si tout le monde va bien, mais Takagi et Rei n'aiment pas la voir si proche de lui. Pendant ce temps, Kota est extatique car il a enfin une vraie arme entre les mains. Avec le soleil qui commence à se coucher et le poste de police encore loin, ils ont besoin d'un abri et c'est alors que Shizuka se souvient de son ami, Rika, qui a un endroit à proximité. Alors le groupe décide de s'y rendre et Takashi les conduit un par un à moto. Quand c'est au tour de Shizuka, avec son charme habituel et naïf, elle n'a aucune notion de l'espace personnel, offrant à Takashi une expérience très rapprochée et inoubliable avec le corps d'une vraie femme. Tard dans la nuit, le chaos continue de croître. Tout le monde sait maintenant que le virus des morts vivants est une crise mondiale, tandis que le gouvernement ne peut plus gérer l'afflux de personnes se précipitant vers les abris. Pendant ce temps, le groupe parvient enfin à entrer dans l'appartement, et les filles prennent immédiatement possession de la salle de bain, impatientes de se nettoyer ensemble. Pour elles, c'est comme un coin de paradis avec de l'eau chaude, des serviettes propres et du vrai shampoing. Elles jouent avec l'eau, rient et s'amusent, comme si c'était le paradis au milieu de l'enfer. Pendant ce temps, les gars ne peuvent profiter que des sons célestes venant de derrière la porte. Takashi et Koda sont occupés à essayer d'ouvrir l'un des coffres qu'ils trouvent dans l'appartement, et à l'intérieur, ils découvrent une réserve de munitions. Et dans le deuxième coffre, 3 armes. Les yeux de Koda s'illuminent comme un matin de Noël. Koda, pratiquement en train de baver, dit qu'elles sont toutes complètement illégales, avec toute cette puissance de feu, et maintenant c'est entre ses mains. Pendant que Kuta s'extasie sur les armes, Takashi en prend une et la pointe sur lui. Kuta panique instantanément, criant de ne pas pointer des armes sur les gens, même si elles ne sont pas chargées. Mais ensuite, ils se taisent tous les deux. Ils réalisent qu'ils ne combattent plus seulement les morts vivants, mais qu'ils sont maintenant dans une zone de guerre. Kuta murmure qu'il n'y aura plus de négociations, et qu'il tire pour survivre. Il charge les fusils et cache le reste des munitions. Kuta mentionne en passant qu'il s'est entraîné aux États-Unis pendant 1 mois avec un ancien soldat de la Delta Force. Et Takashi le regarde, à moitié impressionné, à moitié horrifié, en disant à quel point il est heureux qu'ils soient amis. Il jette un coup d'œil autour de l'appartement, se demandant qui est l'ami de Shizuka pour avoir tout cet équipement chez lui. Kuta explique que techniquement, ce n'est pas illégal d'acheter les pièces séparément, car cela ne devient un crime que lorsqu'on les assemble. Il ajoute que Shizuka a dit un jour que son ami faisait partie de l'équipe d'assaut spéciale, mais que les flics vivent généralement dans les dortoirs. Et si cet ami a un appartement privé comme celui-ci, alors ils sont vraiment riches. Depuis la salle de bain, les rires des filles deviennent plus forts. Kuta semble nerveux que les morts vivants puissent entendre leur bruit, mais Takashi le rassure en disant que l'endroit le plus bruyant qui les attirera est le pont. Pendant ce temps, au pont, les gens essaient toujours de forcer l'entrée des abris. Des émeutes éclatent. Les manifestants crient pour obtenir des réponses sur l'origine du virus. La police reçoit des ordres directs, protéger les abris et le pont à tout prix. Lorsque les émeutiers franchissent sur les barricades, un officier demande confirmation, et l'ordre est clair. Takashi et Kauta utilisent des jumelles pour observer, mais quand c'est au tour de Kauta, il aperçoit une équipe de journalistes et dit à Takashi d'allumer la télévision. Les informations montrent les manifestations où les gens accusent le gouvernement d'utiliser la quarantaine comme un prétexte pour garder les abris exclusifs. Des tracts circulent affirmant que le virus est une arme biologique, mais personne ne connaît la vérité. Takashi fronce les sourcils à cette déclaration, car bien que dans les jeux et les films ce soit toujours une arme biologique, celle-ci ressemble à une théorie du complot. De retour au pont, les morts vivants se rapprochent et la police ouvre le feu. Une femme court avec sa fille, suppliant les agents de ne pas tirer, mais sa fille s'est déjà transformée. Elle mord sa mère, et juste comme ça, suivant leur ordre, les agents n'ont pas d'autre choix que d'appuyer sur la gâchette. Un homme ne cesse de crier, accusant les flics de meurtre. Le chef de la police le confronte, lui demande calmement de reculer 2 fois. Quand l'homme refuse à nouveau, le chef sort son pistolet et le tue, suivant l'ordre de contrôler le chaos à tout prix. Pendant un moment, tout devient silencieux, puis la diffusion s'interrompt. Takashi éteint la télévision et il veut partir, mais Kauta secoue la tête, lui disant que c'est trop risqué la nuit. Soudain, Shizuka arrive en rampant par derrière, ivre et riant, et s'écrase directement sur Takashi. Ses atouts généreux l'étouffent alors qu'elle dépose un baiser sur sa joue. Il essaie de l'arrêter, mais ses mains atterrissent là où elles ne devraient pas, ce qui fait que Shizuka émet des bruits joyeux avant qu'il ne se retire finalement. Toujours complètement ailleurs, Shizuka se tourne vers Kuta et l'embrasse aussi sur la joue, ce qui fait griller son cerveau sur place. Takashi soupire et la porte dans sa chambre, pensant que si c'était une autre situation, il ferait un film professeur-élève sur le champ.
Mais juste au moment où il dit cela à voix haute, Rei le surprend avec Shizuka drapé sur son dos. Rei, également ivre, se penche avec une expression hébétée et marmonne quelque chose à propos de voir trois de lui avant de s'effondrer par terre. Elle commence à pleurer, chuchotant à propos de son père et de Hisashi. Takashi borde doucement Shizuka dans le lit, tire la couverture sur elle, et juste quand il pense que les choses ne peuvent pas devenir plus compliquées, il aperçoit Takagi endormi sur le canapé, ses atouts à peine contenus, menaçant de déborder. Takashi va au frigo pour prendre quelque chose à manger, sans remarquer Sayako qui cuisine derrière lui, disant qu'elle prépare le dîner. Quand il se retourne, il se fige, la voyant porter seulement un tablier, ce qui est un costume de rêve pour tous les hommes de voir leur femme dedans. Complètement calme, Sayako explique qu'elle n'a rien trouvé d'autre qui lui allait. Alors elle a mis ça. Takashi fixe, disant que c'est un peu risqué, mais Sayako l'ignore, disant qu'elle a confiance en lui et Kuta. Juste à ce moment-là, des bruits de pas lourds résonnent dans les escaliers, et quand il regarde, c'est Rei qui est encore ivre et qui exige maintenant l'attention de Takashi. Sayako le laisse aller vers elle, lui disant de garder les rods silencieux. Puis Rei divague sur Hisashi, à quel point il était gentil et affectueux. Elle dit que Takashi est trop direct, contrairement à Hisashi, et il reste silencieux, lui tend un verre et lui demande si elle est fatiguée. Cela la met en colère, et Rei explose à nouveau, le traitant d'insensible, contrairement à Hisashi. Takashi finit par perdre son calme, refusant d'être comparé à un mort, et reconnaît que bien qu'il ne sera jamais Hisashi, il est le seul qu'elle ait. Stupéfaite, Rei le fixe en silence. Ses yeux larmoyants se verrouillent sur les siens, et à ce moment-là, elle l'embrasse. Alors que tout le monde dort en sécurité à l'intérieur de leur sanctuaire, le monde extérieur ne cesse de se détériorer avec des gens qui paniquent. Et les morts-vivants festoyant sur eux. Après sa séance de baiser, Takashi vérifie Kauta qui est déjà en position avec son fusil de sniper, observant les vagues de morts-vivants déferler dans les rues en contrebas, s'approchant de leur emplacement. Dehors, un PNJ essaie désespérément de repousser les morts-vivants avec son arme, mais finit par mourir. Saeko entend les coups de feu et rejoint rapidement les garçons pour voir ce qui se passe. Takashi est déjà prêt à tirer pour sauver les gens en bas, mais Saeko l'arrête. Elle lui rappelle que tirer ne fera qu'attirer les morts vivants vers leur bâtiment, et que d'autres survivants pourraient voir leur lumière et penser que c'est un endroit sûr. Elle dit à Takashi de regarder à nouveau à quel point la ville est détruite. Takashi s'arrête, car il y a quelque chose de différent chez Saeko ce soir, et elle se tourne vers lui et dit que peut-être il veut être un héros, mais qu'elle essaie juste d'être réaliste. Takashi retourne sur le balcon pour regarder avec les jumelles. En bas, les gens font tout ce qu'ils peuvent pour trouver un abri, même si cela signifie se battre pour l'obtenir. Parmi ces gens, Takashi observe un homme portant désespérément sa fille de porte en porte, suppliant pour un endroit sûr où rester. Elle demande à son père où est maman, et l'homme calme sa fille en disant que maman est dans un meilleur endroit. Il essaie de frapper à une maison pour demander refuge, suppliant de laisser au moins entrer sa fille, mais personne n'ouvre. Par désespoir, il menace de défoncer la porte pour faire entrer son enfant, et c'est seulement alors que quelqu'un finit par répondre. Mais soudain, par peur, le propriétaire poignarde l'homme en plein cœur, là sur le porche, et la porte claque, laissant l'homme mourant et sa petite fille seule. Elle ne comprend même pas ce qui vient de se passer, mais même dans ces derniers instants, l'homme calme sa fille, lui disant de se cacher. La fille commence à pleurer, confuse et terrifiée, suppliant son père de revenir. Ses cris commencent à attirer les morts vivants, et Takashi n'en peut plus. Kaoa a déjà le fusil de sniper prêt et la sauve avec son tir tout en éliminant les morts vivants pour dégager un chemin. Takashi lui reproche de tirer et Kaoa refuse de laisser la fille mourir, ce que Takashi accepte. Il descend pour la chercher et en chemin, il tombe sur Rao, qui veut l'accompagner. Takashi lui ordonne de garder la porte et Saeko apparaît, respectant sa détermination et lui souhaitant bonne chance. Avant de partir, Rao lui tend le pistolet et partage un moment de silence avec lui. Puis, avec l'aide de la fille, Takashi prend son vélo et part pendant que Kaoa surveille ses arrières d'en haut. La mission de sauvetage commence, et Takashi file à toute allure dans les rues sur sa moto, percutant les morts vivants, tandis que Kaoa le guide à distance avec ses tirs de sniper précis. Lorsque Takashi atteint la fille, sa moto dérape, le laissant sans moyen de transport, mais il se concentre sur la fille. Avec la couverture de Kaoa, Takashi parvient à atteindre la fille et un chien quelconque. Il continue à nettoyer la maison quand soudain un mort vivant surgit, le forçant à utiliser son arme et attire l'attention des morts vivants. Pendant ce temps, Takaki se réveille à cause des coups de feu. Réalisant que les morts vivants pourraient bientôt affluer, elle se précipite pour réveiller Shizuka. Encore à moitié habillée, Shizuka sort du lit en trébuchant, et Kaoa a une vue imprenable qu'il n'oubliera jamais. Takaki, imperturbable, lui dit de se préparer à quitter le bâtiment. Les filles se rassemblent en bas, et Saeko annonce qu'il est temps de monter dans la voiture et de récupérer Takashi, car les morts vivants suivent déjà le bruit qu'il a fait. De retour du côté de Takashi, il parvient à verrouiller la porte derrière lui pour empêcher les morts vivants d'entrer. Le corps du père est toujours là, et Takashi couvre son visage et lui offre une fleur en signe de respect pour son dernier enterrement. Il murmure à la fille que son père est mort en protégeant sa fille, et qu'il était un héros. La fille pleure une dernière fois, disant adieu à son père. Elle s'appuie maintenant sur Takashi, demandant ce qu'il devrait faire et comment ils peuvent s'en sortir. Takashi n'a pas de réponse, mais il voit alors un mur de portail par lequel il pourrait s'échapper. Pendant ce temps, Saeko et les autres chargent l'équipement dans le Humvee, mais Kaoa aperçoit Takashi et la fille se déplaçant sur le mur, évitant les morts vivants.
Il se dit de ne pas regarder en bas pour calmer ses nerfs, mais au milieu de cela, le chien le lèche, et la petite fille lui dit qu'elle a besoin de faire pipi. Il lui demande de se retenir, mais elle le supplie de la laisser y aller, alors il la laisse se soulager directement sur son dos. Alors que Takashi atteint le bord, le Humvee dévale la rue. Saeko se tient debout sur le toit, ayant l'air sacrément impressionnante, tandis que Kaoa couvre depuis en bas. Shizuka conduit comme une folle à travers la horde. Ils arrivent juste à temps, et Saeko saute et commence à ouvrir un chemin avec son épée. Tandis que Kaoa tire par-dessus son épaule avec une précision mortelle. Takashi ramasse la fille, sprint et saute dans le véhicule. Ensuite, il se dirige vers la prochaine partie de la ville pour trouver un abri. Le lendemain, le Humvee longe la rivière. Le nom de la petite fille s'avère être Alas, et elle s'accroche immédiatement à Kaoa. C'est maintenant au tour de Kaoa et Takaki de monter la garde pendant que Takashi, Rei et Saeko se reposent enfin. Alors qu'ils approchent de la fin du chemin le long de la rivière, Shizuka réveille doucement tout le monde. Rei est la première à ouvrir les yeux, et d'abord, elle sourit, réalisant qu'elle s'est appuyée sur Takashi. Mais son sourire disparaît dès qu'elle voit Saeko baver sur son cannoli crémeux. Son humeur change et elle pince Takashi juste sur la joue. Cette pincée le réveille en sursaut, et en comprenant ce qui se passe, son cœur s'arrête presque, surtout quand Rei lui montre ce qu'il a sur ses genoux. Saeko commence à se réveiller aussi, et son tablier cache à peine quoi que ce soit jusqu'à ce qu'elle se redresse correctement. Le Humvee s'arrête sous le pont principal. Shizuka sort des vêtements qu'elle a pris chez son ami, et les filles commencent à se changer. Pendant ce temps, Takashi et Kaoa montent la garde de l'autre côté. En attendant, Kaoa tend une arme à Takashi en pensant qu'il pourrait en avoir besoin bientôt. Il lui explique rapidement comment l'utiliser. Juste au moment où l'explication se termine, les filles finissent de se changer, et maintenant elles sont prêtes à leur manière. Takashi et Kaoa restent sans voix. Rei, montrant maintenant son propre pistolet, remarque l'inquiétude de Takashi, mais l'écarte rapidement, disant que Kaoa lui a déjà appris à l'utiliser. Takashi et Kaoa sortent pour vérifier la rue principale. Il n'y a pas de mort-vivant en vue, ni de personne. La route est dégagée, et Shizuka ramène le Humvee sur la rue. Même s'il n'y a aucun signe de vie, Rao espère silencieusement que son père est toujours là. La maison la plus proche appartient à la famille de Takaki, et Takaki ne s'attend pas à grand-chose, mais elle veut quand même vérifier. Shizuka conduit le long de la route principale, tandis que Takashi et Rao restent sur le toit du Humvee, surveillant les environs. Takashi remarque qu'il n'y a plus d'hélicoptères survolant la ville, et Rao souligne qu'ils n'ont pas vu de mort-vivant depuis qu'ils ont quitté la rivière. Ça leur donne un sentiment de normalité pendant un petit moment, jusqu'à ce que Kaoa aperçoive une horde massive de morts vivants droit devant. Takashi dirige rapidement Shizuka vers un autre itinéraire, les guidant pour éviter la foule, mais peu importe la rue qu'ils prennent, d'autres morts vivants bloquent le chemin. Shizuka commence à paniquer, essayant de se faufiler dans les rues jusqu'à ce qu'il se retrouve sous un autre pont. C'est alors que Rei voit un fil de fer tendu à travers la route, et Shizuka ne peut pas s'arrêter à temps. Le Humvee s'arrête, et Rei est projeté du toit, atterrissant durement sur le trottoir. Takashi saute pour aider. Il essaie d'utiliser son arme pour la première fois, mais rate ses premiers tirs. Kaota lui donne des instructions rapides, et bientôt il réussit des tirs précis. Kaota et Sayoko se précipitent pour dégager un chemin. Alors que Takashi commence à maîtriser le pistolet, il n'a plus de balles. Il plonge la main dans sa poche, mais ses mains tremblent et les munitions lui échappent des doigts, le laissant les mains vides. La panique s'installe et pendant un instant, il pense que c'est fini. Il attire Rei près de lui, la protégeant, mais se souvient alors que Rei a une arme. Sans meilleure option, Takashi utilise son corps épais comme support et pose le pistolet sur elle, tirant sur les morts vivants qui s'approchent. Entre les balles et les mouvements élégants et mortels de Saeko, on a l'impression que l'équipe d'animation se donne à fond en animant d'une main pour la physique des mouvements. Alice, bien qu'encore enfant, essaie d'aider. Ses mains tremblent alors qu'elle passe des bols à Kuta, et en la voyant ainsi, Kuta décide qu'il va dégager le chemin quoi qu'il arrive. Takashi finit par se lancer aussi, essayant de faire preuve de courage et de tirer un coup. Tout le monde fait de son mieux pour riposter, mais tout le bruit attire de plus en plus de morts vivants, et au moment où le soleil commence à se coucher, ils n'ont toujours pas trouvé de sortie tandis que les balles s'épuisent rapidement. Puis soudain, Zek le chien saute du Humvee et commence à attaquer les morts vivants. En voyant cela, Takashi sait qu'il ne peut pas rester en arrière. Quand Takagi essaie de tirer à nouveau, Takashi l'arrête, prend son arme et lui dit d'attendre avec Rei. Avec Sayako à ses côtés, Takashi se précipite dans la foule, attirant la horde. En tant qu'appât, ils font du bruit, attirant les morts vivants loin du groupe. Mais cela fonctionne à peine, car d'autres continuent d'arriver vers le Humvee. Pendant ce temps, Kuta dit à Alice de ramper sous les fels et de se mettre en sécurité, et il promet qu'ils la suivront après avoir nettoyé les morts vivants. Mais Alice secoue la tête, car elle en a assez vu. Elle se souvient des promesses de son père et de comment il disait que tout irait bien, mais il est quand même mort, et elle s'est retrouvée seule. Alice pleure, suppliant de ne pas être laissée derrière, et elle veut rester avec eux quoi qu'il arrive. À ce moment critique, juste quand il semble que tout espoir est perdu, un groupe de soldats entièrement armés apparaît et commence à tirer sur les morts vivants, les éliminant. Tout le monde est sauvé, et Shizuka court vers celle qui ressemble à la chef et la remercie pour le sauvetage. Leur chef enlève son casque, se révélant être la mère de Takashi. Avec la mère de Takashi et son équipe sauvant le groupe de la mort, seuls Sayako et Takashi restent derrière. Avant de se séparer, Takashi promet qu'elle les attendra chez elle. Alors maintenant, les deux essayent de trouver un moyen de rejoindre les autres chez Takashi.
Le soleil est bas dans le ciel, et à chaque coin de rue, il rencontre plus de morts vivants. C'est alors que Takashi se souvient qu'ils ont passé un showroom de véhicules plus tôt, et il a une idée. Au showroom, Takashi envisage de prendre une moto, mais quand il en parle, Sayako le taquine en disant que c'est comme s'ils sortaient ensemble. Takashi comprend ce qu'elle veut dire et rit simplement. Ils continuent à chercher et finissent par trouver un véhicule spécial qui peut rouler à la fois sur terre et sur l'eau. Takashi saute derrière le volant et se dirige vers la rivière, manifestement avec un plan en tête. Il descend jusqu'à la berge, et alors qu'ils descendent, les morts vivants commencent à dégringoler les escaliers derrière eux. Takashi ressent un bref moment de triomphe, pensant qu'ils sont en sécurité, mais Sayako souligne rapidement que ce n'est pas si simple, et que les morts vivants bougent encore. Ils roulent directement dans la rivière pour s'échapper, et alors que le véhicule éclabousse dans l'eau, une énorme vague les frappe. Sayako finit trempé, et Takashi, complètement pris au dépourvu, se fige, se transformant en un véritable robot, incapable de prononcer un seul mot cohérent à la vue d'une si belle silhouette. Avec le soleil couchant et les morts vivants rôdant toujours près de la rive, Takashi les dirige vers une petite parcelle semblable à une île au milieu de la rivière. Il suggère qu'ils s'y reposent pour la nuit, mais ensuite Sayako éternue, car ses vêtements mouillés la refroidissent. Takashi, luttant pour garder les yeux ouverts, réalise qu'elle a besoin de vêtements secs. Sans trop réfléchir, il attrape son propre débardeur et le lui tend, juste le temps que le sien sèche. Lorsqu'elle porte ses vêtements, Takashi est troublé et excité, ne sachant pas comment se comporter devant Sayako. Pour briser la tension, il demande maladroitement si Sayako aime quelqu'un, et à sa surprise, elle dit que oui. Elle change de sujet en suggérant qu'ils partent, et il accepte. Ils continuent à avancer et arrivent à un parc. Takashi conduit le véhicule dans la fontaine et le fixe à la structure centrale. Il maintient la pédale d'accélérateur enfoncée, le faisant tourner en rond comme un carrousel bruyant, créant un son suffisamment fort pour attirer les morts vivants vers la fontaine, et les éloigner des rues. Sayako comprend immédiatement. Elle saute hors du véhicule et se précipite dans la horde, combattant comme la véritable samouraï qu'elle est. Ses mouvements sont rapides, précis, mortels, presque comme si elle y prenait plaisir. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle fasse face à un jeune mort-vivant, et elle se fige. Takashi voit que quelque chose ne va pas et se précipite. Dès qu'il voit l'enfant, il n'hésite pas et tire, puis il entraîne Sayako. Il se réfugie dans un sanctuaire voisin. Takashi demande pourquoi elle s'est figée, mais Sayako ne répond pas et s'effondre sur le sol, silencieuse. Takashi n'insiste pas. Au lieu de cela, il dit qu'ils attendront là jusqu'au matin. Il allume une bougie et regarde autour, trouvant un vrai katana reposant sur une table, sans obtenir de réponse de sa part. Il prépare aussi des vêtements secs pour elle, et attend derrière un rideau pendant qu'elle se change. Un lourd silence remplit l'espace, et Takashi comprend que Sayako a besoin de son espace. Puis, essayant d'alléger l'atmosphère, Takashi lui tend un mouchoir humide et dit doucement que c'est pour qu'elle se nettoie. Son petit commentaire fait enfin sourire et rire un peu Sayako. Après un moment, Sayako parle et demande à Takashi pourquoi il ne l'a pas interrogée. Takashi répond simplement qu'il ne posera pas de questions si elle ne peut pas répondre. Lentement, Sayako commence à s'ouvrir. Elle évoque la question précédente de Takashi sur le fait d'aimer quelqu'un. Et bien qu'elle admette qu'il y a quelqu'un qu'elle aime, elle dit qu'elle ne le mérite pas. Elle commence à expliquer son passé. Elle dit qu'elle a été attaquée par un inconnu au milieu de la nuit et qu'elle s'est défendue, lui a cassé les jambes et brisé les côtes. Mais elle dit à Takashi que ce n'est pas cela qui la hante. Ce qui la hante vraiment, c'est qu'elle a aimé ça, la violence, la domination, la libération, et que cela lui a donné l'impression d'être un monstre, ce qui lui a procuré du plaisir. Takashi dit qu'il comprend un peu, car il ressent aussi une satisfaction perverse en massacrant les morts vivants. Mais Sayako insiste que ce n'est pas la même chose, et qu'elle était déjà brisée avant tout cela, quand elle a pris plaisir à briser la vie d'un humain. Mais plus tôt dans le parc, quand elle a vu ce jeune mort-vivant, elle s'est figée, parce que cela lui a rappelé la vérité qu'elle est un monstre, pas différente de la chose devant elle. Takashi n'a pas les mots parfaits, mais il lui tient la main, puis l'embrasse doucement, avant de l'applaudir à travers la nuit. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparent à partir, une nouvelle vague de morts vivants commence à se rapprocher du sanctuaire. Takashi appelle Sayako, mais elle est encore perdue dans ses pensées, piégée par ce qu'ils ont fait la nuit précédente. Alors il fait ce qu'il pense devoir faire. Il la tient et la serre fermement d'une manière qui éveille la femme en elle pour ramener la Sayako qui n'hésitait jamais. Ça marche, et elle murmure ses remerciements, tandis que le feu revient dans ses yeux. Cependant, contrairement à avant, cette fois avec un vrai katana en main, le véritable monstre à l'intérieur de Sayako se réveille. Elle combat de manière propre, rapide et mortelle, savourant chaque coup. Elle traverse la horde comme une tempête, et une fois dégagée, Takashi la conduit vers la maison de Takashi par la porte arrière. Là, Zek commence à aboyer, et les autres se réjouissent de leur retour, ignorant que Takashi a libéré et accepté l'obscurité à l'intérieur de Sayako pendant leur nuit passionnée ensemble. On dirait que l'univers est du côté de Takashi. Après avoir passé une nuit avec Sayako, il se retrouve maintenant dans un autre moment inattendu avec Rei et toute sa situation. Rei est sur le point de recevoir un massage du dos après être tombé du Humvee la veille, et Shizuka demande à Takashi d'aider à tenir Rei pendant la séance, ce qui lui permet de voir et d'entendre tous ces bruits de bonheur. Après le traitement, Rei le met à la porte de la chambre, le réprimandant et se plaignant que sa poitrine lui fait encore mal à cause de lui. En bas, Takashi tombe sur Sayako, qui a maintenant enfilé un yukata. Les choses sont encore un peu gênantes entre eux, mais ils en rient tous les deux.
Puis Alice apparaît. Takashi lui dit qu'il est content qu'elle aille bien maintenant, se souvenant comment elle s'est endormie en pleurant à côté de Shizuka. Mais la paix se brise rapidement lorsque les voix commencent à monter, car Takagi et sa mère se disputent. Quand Takashi demande ce qui se passe, Takagi lui répond sèchement, agacé qu'il l'appelle encore par son nom de famille. La mère de Takagi s'excuse pour l'attitude de sa fille, mais Takashi dit que ce n'est pas grave et la remercie personnellement de laisser tout le monde rester à la maison. Pendant ce temps, Takagi s'approche de Kuta, qui travaille toujours sur ses armes. Elle lui dit clairement qu'ils ne peuvent pas rester ici beaucoup plus longtemps, car la maison manque de ressources. L'eau et l'électricité sont déjà en tension. En même temps, la mère de Takagi dit la même chose à Takashi. L'armée a pris le contrôle des services publics, intervenant sans attendre les ordres du gouvernement. Quant aux personnes cherchant refuge dans son domaine, elle dit que seuls ceux qui sont prêts à se battre peuvent rester. Elle demande à Takashi d'aider Takagi à comprendre cela et à la faire voir raison. De retour dans le garage, l'un des travailleurs adultes aperçoit Kao avec ses armes et lui dit que les étudiants n'ont pas le droit de manipuler des armes. Kao semble sur le point de céder sous la pression de l'homme, mais Takagi intervient immédiatement pour le défendre, et l'homme recule, réalisant qu'il a affaire à la fille de son maître. Ensuite, Takagi souligne que les adultes les voient toujours comme de simples étudiants, et peu importe ce qu'ils ont traversé, les adultes ne les prendront pas au sérieux. Le groupe se réunit pour une réunion dans la chambre de Rei. Comme elle ne peut toujours pas marcher, et que Takagi refuse de perdre plus de temps, elle demande directement à tout le monde s'ils doivent rester ensemble ou se séparer. En entendant cela, Sayoko comprend que sous la protection de la puissante famille de Takagi, il n'y a que deux options, et qu'ils doivent soit se joindre, soit partir. Takashi demande pourquoi ils doivent se séparer et ne pas simplement rester ici et compter sur les parents de Takagi, sachant qu'ils ont les ressources et la sécurité. Mais ensuite, Takagi s'emporte. Elle crie que ses parents sont des gens formidables, de grands leaders, tellement formidables qu'ils ont oublié leur propre fille, car tout ce qui les intéresse, c'est de protéger leur image et leurs partisans. Takashi la saisit par le col, les yeux brûlants de frustration. Il lui dit qu'elle devrait être reconnaissante d'avoir encore des parents, d'avoir encore un foyer, alors que le reste d'entre eux ne sait même pas si leurs familles sont en vie et en bonne santé. Ces mots frappent de fort, et Takagi se tait. Takashi la lâche avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Puis un grand vacarme éclate à l'extérieur. C'est le père de Takagi qui arrive avec un camion-citerne. Entouré de ses partisans, qui sont des personnes qu'il a laissées entrer dans le domaine, il traîne un des morts vivants et le présente à tout le monde comme son ancien ami. Puis, à la stupéfaction générale, il le décapite devant tout le monde pour prouver un point. Il déclare que s'ils veulent survivre, tout le monde doit se battre, même si c'est contre leurs anciens proches. Un silence s'installe, et personne n'ose s'opposer à lui. De retour à l'intérieur, Kuda parle enfin. Il murmure qu'une épée ne suffit pas, car bien qu'elle puisse couper à travers l'os, après 3 corps, elle devient inutile. Cependant, en revanche, Saeko répond calmement qu'elle croit que les épées peuvent fonctionner si elles sont de bonne qualité et entre des mains expertes. Kuda s'emporte soudainement et s'en va en furie. Takashi le poursuit mais le perd dans le couloir. Alice, remarquant la panique, propose d'aider. Sachant qu'elle et Kuda sont amies, Takashi hoche la tête et la laisse partir, croyant que la petite fille peut le calmer. Mais quelques minutes plus tard, Alice revient en courant, paniquée, disant que Kuda a des ennuis. Ailleurs, Takagi cherche aussi Kuda, mais trouve à la place Saeko assise silencieusement près du bassin de Koi. Takagi, qui ne retient jamais ses mots, fait une remarque. Saeko se lève, disant qu'elle n'est pas d'humeur. Takagi lui dit la vérité, qu'ils n'auront pas le luxe de rester calmes longtemps, car leur jour paisible touche à leur fin. Elle ajoute qu'en fin de compte, ils devront se battre, soit aux côtés de ses parents, soit en tant que groupe indépendant. Pendant ce temps, de retour avec Kanta, certains des travailleurs adultes l'ont attrapé et essaient de lui prendre ses armes, disant que les étudiants ne sont pas autorisés à être armés. Mais Kanta supplie, disant que les armes sont tout ce qu'il a. La situation devient tendue, et les travailleurs sont prêts à le prendre de force. Takashi arrive juste derrière eux, mais avant qu'ils ne puissent intervenir, le père de Takagi apparaît. Il exige de savoir ce qui se passe. Les travailleurs expliquent que les armes de Kanta sont illégales, et que les étudiants ne devraient pas y avoir accès. Le père de Takagi regarde directement Kaotei et demande son nom. Avec des mains tremblantes et une voix tremblante, Kaotei donne son nom complet, même sa classe. Il le supplie de ne pas prendre ses armes, disant que c'est la seule chose qu'il sait faire. Le père de Takagi a juste une question et demande à Kaotei sa valeur. Avant que Kaotei puisse répondre, Takashi s'avance et crie que la valeur de Kaotei est qu'il peut protéger sa fille. Reconnaissant Takashi, l'homme s'arrête et écoute. Takashi continue en disant que Kaotei a sauvé Takagi plus de fois qu'il ne peut compter. Puis Saeko ajoute sa voix, témoignant qu'elle a vu de ses propres yeux l'incroyable habileté de Kaotei avec les armes. Un par un, le reste du groupe s'avance. Tous soutiennent Kaotei. Enfin, Takagi s'avance. D'une voix ferme et inébranlable, elle déclare que seul Kaotei et ses amis l'ont jamais protégé, pas ses parents parfaits. Quelques jours plus tard, en coulisses, un des étudiants qui était avec Shido rôde encore. Il rapporte tout sur le groupe de Takashi à Shido, qui est maintenant à l'aise dans son rôle de leader de sa petite secte dégénérée. Dans l'attente des survivants, Takagi arrête d'enjoliver les choses. Elle déclare franchement que le gouvernement n'a aucune idée de ce qui se passe, alors il cache tout pour éviter une panique générale. Les adultes ne prennent pas bien ce qu'elle a dit et se disputent avec elle, refusant de croire que les morts marchent réellement. Pour eux, c'est juste un nouveau virus, quelque chose qui a encore un remède. Takagi les défie.
en demandant que s'ils en sont si sûrs, alors qui parmi eux se lèvera et le prouvera. À la surprise de personne, personne ne répond, et personne n'essaie même. Takagi déclare qu'elle est d'accord avec la politique de son père, selon laquelle personne ne doit se faire mordre, et si l'on rencontre un mort-vivant, il faut tirer à vue. Mais les adultes ne sont toujours pas prêts à affronter la réalité. Une femme affirme que c'est une manœuvre de pouvoir des parents de Takagi, où ils utilisent la peur pour contrôler les masses et utilisent des étudiants stupides pour inciter les autres à combattre les morts-vivants, qu'elle croit être encore des personnes malades mais innocentes. Takagi, Kota et Takashi ont du mal à croire ce qu'ils entendent. Ils ne disent rien, décidant qu'il est inutile de discuter avec des gens qui refusent d'ouvrir les yeux. Au départ, Takashi voulait seulement expliquer, mais maintenant elle est furieuse. Elle murmure que ces gens ne veulent tout simplement pas voir la vérité. Kota dit qu'il comprend un peu, car les gens ont tendance à ignorer ce qu'ils ne veulent pas affronter, que même lorsqu'ils connaissent la vérité au fond d'eux, ils préfèrent faire comme si ce n'était pas réel. Takashi le comprend aussi, c'est comme quand il ne voulait pas accepter que Rei soit heureuse avec son ex, mais Takagi lui dit que ce n'est pas le moment de rêver. Kota est d'accord que le vrai problème est que les adultes continuent d'essayer de rendre les choses normales, même si rien dans le monde n'est plus normal. Takagi ajoute qu'ils ne peuvent tout simplement pas admettre leurs propres erreurs, et Kota acquiesce, car tout ce qu'ils ont traversé, de l'école jusqu'à maintenant, lui a appris que tirer des leçons de ses échecs est la seule façon d'avancer. Takashi reconnaît aussi ses propres erreurs, mais alors qu'il parle, Takagi et Kaotei lui sourient. Ils lui disent que le groupe a déjà décidé qu'il est leur chef maintenant. Pendant ce temps, Saeko rencontre le père de Takagi, qui dans le passé était l'élève de son père, dont la famille vient d'une longue lignée honorable. Le père de Takagi lui présente un katana, et Saeko en reconnaît immédiatement la valeur. Elle essaie de le rendre respectueusement, mais il rit et le lui remet quand même, car c'est un cadeau de gratitude pour son père et pour avoir sauvé Takagi. Saeko dit humblement qu'elle n'était pas la seule, et que Takagi a également été une partie cruciale de leur survie. Elle déclare que s'il veut vraiment protéger sa fille, il devrait rester à ses côtés. Elle ajoute que s'il veut vraiment donner le katana, il devrait le donner à Takashi. Le père de Takagi est d'accord, mais il pense que Takashi n'est pas encore assez stable pour diriger. Ailleurs, Takashi se demande s'il est la bonne personne pour diriger, et c'est alors que Rei entre dans la pièce et lui dit que cela lui va bien, en disant qu'il est un homme bien. Takashi ricane, disant qu'il ne fait que survivre, qu'il aide simplement, comme un personnage de soutien dans un jeu, où Sayoko, Kota et Rei sont les combattants, Takashi est le cerveau, Shizuka est la guérisseuse, et Alice est juste Alice. Rei rit. Elle dit que les filles préfèrent généralement les types mignons ou affectueux, et Takashi n'est ni l'un ni l'autre, mais elle admet que parfois il est ignorant, tandis que parfois il est courageux. Elle ajoute qu'il n'a pas toujours une raison, mais qu'il fait quand même la bonne chose, ce qu'elle aime. Ensuite, Rei avoue qu'elle regrette de ne pas avoir vu sa valeur plus tôt, et maintenant elle ne veut pas le quitter, même si un jour Takashi tombe amoureux de quelqu'un d'autre, car elle veut toujours être à ses côtés. Son honnêteté le prend par surprise, et la tension entre eux monte. Takashi la pousse sur le lit, et les choses deviennent intenses et moites entre eux. 10 coups plus tard, elle se lève rapidement et dit qu'elle doit voir Shizuka pour un examen, lui demandant de réfléchir à ce qu'elle vient de dire. En ouvrant la porte, Sayoko attend dehors, et elle mentionne qu'elle leur a donné un peu d'intimité pour faire avancer l'intrigue, sachant que Takashi y allait à fond. Rei l'ignore, ressentant encore la chaleur et l'ambiance laissée par la nuit que Sayako et Takashi ont passé ensemble. Pendant ce temps, Shido et son culte passent à l'action. L'une des filles séduit un garde, ouvrant un chemin vers le manoir de la famille Takagi. En même temps, Takashi décide de chercher les parents de Rei. Il ne sait pas par où commencer, car son propre père est dans une autre ville et sa mère était à l'école quand tout s'est effondré. Mais il sait que le père de Rei est policier et que sa mère pourrait encore se cacher à la maison. Le père de Takagi avertit Takashi que sa famille et son groupe prévoient de partir dans 2 jours, car il est trop dangereux de rester plus longtemps. Takashi promet qu'ils seront de retour avant, mais s'ils ne le sont pas, il leur dit de partir sans eux. Quand Takashi et Rei sont sur le point de partir, Sayako intervient, décidant de les accompagner. Les autres viennent aussi dire au revoir, mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, Rei se fige. Shido est arrivé, escorté par un des gardes qui pensait qu'il était amical, et il est toujours plein d'arrogance suffisante. Le garde le loue comme un enseignant qui a sauvé ses élèves, mais derrière ce faux sourire, Shido n'est rien de plus que le produit d'un foyer brisé et d'une éducation tordue. Dans le passé, il a été payé par un maire local corrompu qui détestait le père de Rei pour être plein de justice. Alors Shido a reçu l'ordre de faire échouer Rei à un cours. Et depuis ce jour, Rei le déteste plus que l'enfer lui-même. Au moment où elle le voit, elle se précipite, arme à la main, couteau pointé, prête à le poignarder au visage. Shido se tait. Il demande à Rei quand elle a appris à utiliser une arme. Elle répond froidement que c'est son père qui lui a appris, le même homme dont Shido a détruit la réputation. Rei révèle qu'elle est restée silencieuse tout ce temps, parce que son père avait promis qu'il amènerait Shido devant la justice. Mais maintenant, avec lui juste en face d'elle, elle est prête à l'envoyer en enfer.
À ce moment-là, plein d'une aura de Chadness, le père de Takashi entre. Il dit à Rei que c'est un monde libre, donc si elle veut abattre Shido, elle peut le faire. Takashi essaie de l'arrêter, mais Sayako le retient, disant que c'est la décision de Rei. Shido essaie de la manipuler, lui disant d'appuyer sur la gâchette pour qu'elle vive avec la culpabilité d'être une meurtrière. Mais étant la plus grande personne, Rei ne tombe pas dans le piège. Elle dit que même s'il meurt ici, cela ne lui donnera aucune valeur, car il vaudra toujours moins que de la poussière. Elle s'éloigne la tête haute, tandis que le père de Takagi donne l'ordre à Shido et à son culte de remonter dans leur bus et de quitter le manoir. Quelque part bien au-delà des murs du domaine, le chaos ne fait qu'escalader alors que les pays se rejettent la faute et que les tensions montent. Parmi les décisions que prennent les dirigeants, certains décident qu'il est temps de revenir à l'âge de pierre, et ils se tirent des missiles nucléaires. Sur Terre, Shizuka s'illumine soudainement en se souvenant du numéro de téléphone de son ami, celle avec l'appartement, le Humvee et une cache d'armes, Reika. À son grand soulagement, Reika répond, et Shizuka éclate immédiatement en sanglots, submergée par le fait que son amie est toujours en vie, et commence à déblatérer sur tout ce qu'elle a à traverser. Reika, actuellement coincée à l'aéroport, a à peine le temps de dire un mot avant qu'une explosion n'illumine le ciel où des missiles explosent en plein vol. Un éclair aveuglant se répand à travers le pays, provoquant des coupures de courant, la perte des signaux et la défaillance des machines. Takagi soupçonne qu'il s'agit d'une impulsion électromagnétique, une explosion nucléaire à haute altitude. Elle explique la science, que les rayons gamma créent des électrons à partir de l'atmosphère, déclenchant l'effet Compton. Et le champ magnétique terrestre répand l'impulsion partout, ou en termes simples, chaque appareil électronique est grillé. L'impact est immédiat, et le bus de Shido perd le contrôle et s'écrase au bout de la route, renversant une barricade, laissant le domaine familial de Takagi exposé aux morts vivants. Le père de Takagi appelle rapidement à un plan. Takagi souligne que les véhicules plus anciens, surtout ceux avec peu d'électronique, pourraient encore fonctionner si leurs pieds curseurs sont remplacés. Sa réponse calme et sa rapidité d'esprit rendent son père fier. Aux portes, les morts vivants commencent à affluer. Le père de Takagi ordonne de les verrouiller et Kuta aide à en abattre un qui s'approche trop près, ce qui pousse un des adultes qui avait essayé de prendre son arme à s'excuser. Pendant ce temps, la mère de Takagi se prépare au combat à sa manière. Elle laisse tomber tous ses accessoires, déchire sa robe au niveau des cuisses pour une meilleure mobilité, et Kuta ne peut s'empêcher d'être un fan de cette maman sexée. Elle donne une arme à Takagi, révélant qu'elle a autrefois suivi une formation en défense exécutive en travaillant à Wall Street, et qu'elle est même meilleure que son mari. Elle demande à Kota d'apprendre à Takagi comment l'utiliser, et il s'illumine d'excitation. La porte d'entrée finit par céder, laissant les morts vivants entrer en masse. Le groupe se retire dans le bâtiment, tandis que les autres survivants, s'accrochant encore à la croyance qu'il s'agit simplement d'un virus curable, font finalement face à l'horrible vérité et sont dévorés. Takashi prend le flanc droit. Sayako se déplace gracieusement à travers la horde, et quand l'un d'eux s'approche trop, Rei intervient pour la couvrir. Depuis le haut, Kota tire toujours, et Alice s'avance aussi, portant courageusement des munitions plus lourdes que tout son corps. Mais malgré leurs meilleurs efforts, ou leur façon de se battre, les morts vivants continuent d'arriver. Le père de Takagi organise ceux qui sont encore prêts à se battre, tandis que les femmes et les enfants sont déplacés vers un bus pour l'évacuation. Un garde rapporte qu'un autre groupe qui a voyagé vers la ville voisine est en sécurité et travaille à renforcer leur portail. Takagi veut rester et défendre la maison, mais son père refuse, car il sait que les portes ne tiendront pas, et que les morts vivants entreront d'une manière ou d'une autre. Il dit à Takashi d'être fort et demande à Kota de protéger sa fille, car Takagi partira avec le groupe. Takagi proteste, mais sa mère la gifle. Elle lui dit de se réveiller et qu'ils ont des responsabilités ici, et que l'envoyer loin est la seule chose qu'ils peuvent encore faire pour la protéger en tant que parents. Alice reçoit un câlin doux de la mère de Takagi, qui lui dit d'être une bonne fille, de rester en sécurité et d'écouter ce qu'on lui dit. Takagi jette un dernier regard à ses parents et dit au revoir avant de se diriger vers le garage où le Humvee est en réparation. De retour sur les lignes de front, le père de Takagi donne son dernier ordre et se lance dans le champ de bataille ensanglanté. Au garage, le mécanicien explique que le Humvee est conçu pour résister à une impulsion électromagnétique et que celui qui l'a modifié était incroyablement préparé. Cependant, quelques pièces doivent encore être réparées, donc le groupe n'a pas d'autre choix que d'attendre et de survivre. Jusqu'à la fin, les parents de Takagi se battent côte à côte, se couvrant mutuellement, sachant pertinemment qu'il n'y a pas d'issue. Au bout d'un moment, le Humvee est prêt et Takagi dit à Shizuka de monter. Le mécanicien fait signe et le moteur rugit, alors tout le monde monte à bord. Takagi invite le mécanicien à venir avec eux, mais il refuse car il a déjà sauvé la seule personne qu'il devait sauver en Takagi. Sans avoir le temps de dire au revoir, Shizuka appuie sur l'accélérateur et le Humvee fonce en avant, traversant la mer de morts vivants, laissant derrière les parents de Takagi, leur faisant savoir que leur fille ira bien. Alors que le soleil se lève, Rei regarde par la fenêtre, pensant encore à ceux qui sont restés. Takagi, retenant ses émotions, dit à tout le monde de ne pas en parler, mais Kuta craque et l'encourage à rester forte. Elle sait qu'il a raison et qu'il n'y a pas de temps pour pleurer. Takagi entend le moteur et réalise que le Humvee n'est pas entièrement réparé, mais Takashi dit à Shizuka de continuer à conduire. Il leur dit qu'il doit encore trouver sa mère et les parents de Rei, et ensuite ils chercheront aussi Reika. Avec une route pleine d'incertitudes et des morts vivants à chaque coin, la mort est une certitude. Mais avec des armes à la main, la physique des saints des dieux et le pouvoir de l'amitié, ensemble ils avancent pour rester en vie. Commentez ci-dessous, zombies qui applaudissent, si vous avez regardé jusqu'à la fin.
abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.